d'IA, maintenant, on parle beaucoup d'IA générative. C'est assez récent, c'est arrivé il y a 2-3 ans à peu près dans les communications, dans les premières applications. Donc, quand je parlerai d'IA, sauf si je mentionne le contraire, je parlerai d'IA générative. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, on n'est pas nombreux visiblement, donc n'hésitez pas à challenger s'il y a des sujets particuliers. Alors, les 3 slides qui viennent sont empruntés à un de mes amis qui s'appelle Fabrice Lacroix, qui est de chez Free Topics. C'est un deal avec lui. Je le nomme après dans les slides. Voilà. Donc, on va parler d'intelligence artificielle maintenant, justement où on en est par rapport à cette intelligence artificielle générative. Il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est un biais cognitif assez connu en ce qui concerne la nouveauté. Quand on est devant la nouveauté, quand on trace l'échelle de la compétence par rapport à la confiance, en fait, on s'aperçoit que moins on est compétent, plus on est confiant dans la technologie. Quelle que soit la technologie, quelle que soit l'innovation, voilà. Donc, jusqu'à un maximum où on considère qu'on est, voilà, c'est le terme anglais ignorant, on considère qu'on est ignorant. Après, quand on devient un peu plus compétent, on passe par un stade où on est éduqué. C'est-à-dire que là, on perd de la confiance. C'est-à-dire qu'on commence à voir les choses qui ne se passent pas bien, les limites, les difficultés, les points comme ça. Et plus on retravaille derrière, plus on remonte en termes d'expertise. Plus on se sent expert, plus on a de confiance. On monte clairement de ce côté-là, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on n'arrive jamais au même niveau de confiance que quand on était ignorant. Donc ça, voilà, cet écart, c'est le confidence gap dans l'effet Dunning-Kruger. Voilà. Le fait d'être ignorant n'empêche pas de faire des conférences. J'ai participé à Dita Molière l'an dernier, on a parlé d'intelligence artificielle. Je pense que je me situais par là, à peine peut-être plus haut que ignorant. Maintenant, je pense que WHP, on se situe, nous, à peu près à ce niveau-là, parce qu'on a travaillé dessus, on monte, et on s'est rendu compte justement qu'on avait des limites et que ça demandait des investissements assez importants. C'est pour ça qu'on a rejoint le groupe LanguageWire qui avait beaucoup de choses de ce côté-là. Voilà, c'était une des raisons de tout à l'heure, LanguageWire étant beaucoup plus expert que nous dans ce domaine-là. Maintenant, il y a une autre courbe qui est à peu près la même. La courbe a la même forme, mais c'est 2 choses complètement différentes. Ce n'est plus, là on était la confiance en fonction de la compétence, du temps, de l'effort, de l'investissement qu'on avait fait pour comprendre la technologie. Maintenant, on est dans une autre chose. C'est la courbe le hype cycle de Gartner. Donc Gartner, qui est un institut d'analyse, analyse les différentes technologies et regarde comment elles passent en termes de visibilité. La visibilité, c'est combien on en parle dans les conférences, dans les articles de publication, voilà, tous ces aspects-là, voir les médias mainstream, comment ils en parlent dans ce point-là. Et en fonction du temps. Donc on voit que une technologie, au début, elle est confinée, peut-être au labo de recherche et tout ça, et puis on commence à en parler, tout le monde commence à en parler, et là on arrive à un pic d'attente exagéré. Les gens commencent à dire, à fantasmer, en disant voilà, soit ça va tout résoudre, soit au contraire, ça va finir, c'est la fin du monde. Et puis après, on passe, voilà, toujours pareil, on se rend compte que des choses ne marchent pas, et on passe par le creux de la désillusion. Puis ce qui s'appelle la rampe de l'illumination, et pour atteindre enfin un plateau de productivité. Ça, c'est la courbe en règle générale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, Gartner classifie les technologies en fonction sur ce site-là. Et donc, ça, chaque année, ils le font au mois d'août. Donc, ça, c'est celle de août 2023. Donc, on attend bientôt celle de août 2024, où les différentes nouvelles technologies ont été classées. Je ne vais pas vous parler de toutes parce que j'en serais bien incapable. Il y en a 2 ou 3 qui sont importantes pour nous, bien évidemment. Il y a la partie Generative AI qui est ici. Et il y a l'échéance. Donc, ils considèrent que 2 à 5 ans, donc on était déjà il y a 1 an, ça va très très vite. Ils considèrent que le plateau, on mettra 2 à 5 ans pour atteindre le plateau. C'est-à-dire que maintenant, on n'en est plus qu'à 1 à 4 ans. Donc, ça va aller très vite.
je voudrais juste mentionner une autre que je n'ai pas entourée, c'est la partie AI augmented, dont je reparlerai un peu plus tard, qui est quelque chose qui va apporter beaucoup de l'autre côté. Et puis, pour mémoire, donc, on a la Neural Machine Translation qui est en place, qui existe et qui est vrai, qui est d'ores et déjà une technologie mature qui a atteint quasiment son plateau de productivité et donc qui existe déjà. Donc ça, c'est le point. Donc juste pour citer par exemple, là pour l'instant, je pense qu'on doit en être par là, on en parle déjà beaucoup moins et on communique, il y a beaucoup de communication sur les choses qui se passent bien ou qui se passent moins bien, les limitations. On voit des fois, peut-être vous avez entendu parler du robot, du chatbot de Air Canada qui a donné des fausses informations et Air Canada s'est retrouvé engagé, a essayé de se désengager de son chatbot et s'est retrouvé finalement engagé. Alors il y a des communications qui ont été assez récentes aussi sur des outils d'intelligence artificielle, basés sur l'intelligence artificielle pour reconnaître des champignons, où 44% seulement des champignons étaient bien reconnus, donc avec des erreurs flagrantes de champignons mortels qui ont été désignés comme comestibles. Donc ça peut avoir des effets de bord un peu difficiles. Donc voilà, ça c'est où on en est dans le périmètre de l'IA. Et ça va, l'IA va très vite. C'est-à-dire que quand on regarde la vitesse à laquelle le web, Internet s'est déployé, là on est sur un facteur 10, ça va 10 fois plus vite. Le nombre d'utilisateurs, le nombre d'applications qui sont dégagées autour de l'IA, c'est sans commune mesure, avec les sujets classiques. Donc c'est pour ça que le Gartner qui publie tous les ans, je pense qu'il va falloir peut-être qu'ils accélèrent un petit peu le rythme s'ils veulent que ça soit plus efficace. Maintenant, passons un petit peu maintenant, puisque c'est quand même le sujet, c'est sur l'impact sur le contenu et sur, sur sa localisation. Donc l'impact sur le contenu, donc ça, on a discuté entre autres avec pas mal de nos clients, comme beaucoup de monde, disons savoir exactement où ils allaient, vers où ils allaient, où c'est qu'ils voyaient l'intelligence artificielle. On voit l'application de GenAI à plusieurs étapes. Donc, l'étape de base, c'est on a du contenu qui est publié, qui est diffusé vers l'utilisateur de plein de façons différentes. Encore beaucoup de documents, mais du mobile, de sites internet, de réalité augmentée, un portail de support client dont mes amis Fluid Topics, ça fait partie du deal pour avoir le droit d'utiliser les slides, les transparents précédents. Et puis, l'utilisateur consomme ce contenu. La première application de GenAI qui vient en tête, c'est l'utilisateur qui va consommer, dans le domaine public, qui va consommer le contenu en utilisant GenAI, en utilisant ChatGPT par exemple, et poser une question de savoir comment par exemple remplacer la cartouche de mon imprimante 2843, parce que plutôt que d'aller dire c'est une HP, il faut que j'aille sur le site HP, le support, voilà, ou même avec Google pour tomber sur la documentation. La documentation à les trouver, finalement poser la question comme ça ça peut fonctionner relativement bien. Ça peut être un réflexe de l'utilisateur. L'impact de tout ça, on l'a vu avec un certain nombre de clients, on a travaillé avec un en particulier. L'impact de tout ça, c'est que ce client-là, quand il a commencé à chercher de ce côté-là, il s'est aperçu que la recommandation pour l'utilisation de ses produits, en fait, c'est celle de son concurrent, qui sortait à 90%, et en particulier de son concurrent chinois, qui n'était même pas homologué sur ses marchés, parce qu'on était à le medical device. Et donc, pourquoi? Parce que leur contenu n'était pas exposé au public. Ils avaient choisi, pour des raisons de confidentialité, de confidentialité du contenu, de ne pas exposer leur contenu. Donc, de façon évidente, la GenAI n'avait pas indexé le contenu, donc ne publiait pas ce contenu-là. Donc, la conséquence, c'est que c'était le contenu du concurrent qui apparaissait. Donc, d'où un certain nombre de risques de responsabilité, même si légalement ils ne sont pas engagés par cette information-là, puisque c'est l'information qui est fournie par des tiers et tout ça. Il y a quand même leurs utilisateurs peuvent se retrouver engagés, ça donne. Donc il y a une double pression de leur côté, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pression pour exposer leur contenu.
pour dire finalement notre contenu, il faut qu'il soit exposé pour que les moteurs soient capables de traiter notre contenu et donner des réponses valables. Et il y a une autre pression qui est d'un truc, oui, mais ce contenu-là, s'il est exposé, il va pouvoir être consommé, il va pouvoir être exposé, et en particulier tous les concurrents avec des outils de GNR pour aller consommer notre contenu pour créer le leur. C'est vraiment le deuxième niveau où on va trouver l'intelligence artificielle, ça va être dans les chatbots et les portails de clients. Dans le chatbot, poser une question dans le chatbot pour donner une réponse. Pardon, je ne sais pas comment on dit en français chatbot. On fait des outils de clavardage. Je crois que c'est le terme canadien en tout cas. Donc, on va pouvoir, par exemple, poser des questions directement à travers un portail de support client ou à travers le robot. Et le portail de support client, on peut demander, par exemple, de résumer le point ou de dire juste une vue générale d'une étape. Quelles sont les principales étapes pour configurer ma machine de ce type-là. Voilà. Ça, ce sont un certain nombre d'informations. Là où on va retrouver le GenAI. L'autre endroit où on va retrouver le GenAI, c'est pour la création de contenu. C'est-à-dire que je vais rédiger une nouvelle tâche pour une nouvelle machine, je veux rédiger un article de blog, je veux rédiger un argumentaire commercial pour ma machine, pour ça. Donc là, effectivement, on va utiliser de l'IA générative pour faire ça. Et puis autour du contenu, donc là on est dans notre monde de publication et de consommation du contenu plus technique, mais on va pouvoir aussi donner cet point génératif pour l'entreprise, basé sur notre contenu, pour que l'entreprise, tout le monde dans l'entreprise puisse créer du contenu pour rédiger un mail, pour argumenter avec un client, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont d'autres applications de l'IA générative, et ces applications-là, je les ai mises en bleu parce qu'en fait, elles sont sous contrôle de l'entreprise. C'est un outil qui est fourni par l'entreprise, sous contrôle de l'entreprise, avec une responsabilité liée à l'entreprise. Ça c'est l'exemple Air Canada, c'est-à-dire que si le chatbot ici donne une réponse, cette réponse-là, elle engage l'entreprise. C'est ce qu'a démontré la justice canadienne, parce que Air Canada, dans un premier temps, a dit je ne suis pas responsable, moi, de ce que peut raconter un outil génératif d'IA. On leur a dit si c'est votre chatbot, ce n'est pas la responsabilité, c'est vous qui êtes responsable. Donc, à partir du moment où on est sous contrôle de l'entreprise, on a la possibilité de mieux contrôler la capacité, l'efficacité, la pertinence de l'outil, mais on est aussi responsable de sa performance. Donc, comment optimiser à court terme la valeur de l'IA générative ? À court terme, ça va générer de la productivité. C'est indéniable, on gagne de la productivité à toutes les étapes. On améliore l'expérience utilisateur, tous les exemples autour des chatbots, l'expérience dans la documentation technique, pouvoir consulter, avoir une réponse la meilleure possible, c'est définitivement une expérience utilisateur supérieure. Par contre, attaché à ça, il y a des responsabilités. C'est-à-dire qu'on est engagé, on est fortement engagé par le point. Et puis le dernier point, c'est la propriété intellectuelle. La propriété du contenu qu'on génère. C'est-à-dire que certaines personnes, comme je l'ai dit, il y a des cas où on peut se faire voler le logiciel. D'un autre côté, pareil, c'est un problème plus général de l'IA générative, quand elle fournit une information, qui est propriétaire de cette information, sachant que cette information a été créée à partir d'autres informations. Pour que l'IA générative, encore une fois, on se positionne je reviens dans ces modèles d'application. Celui-là, je ne m'en occupe plus. Je suis dans ces modèles d'application, dans notre environnement interne, quand on génère notre moteur de GNAI, quels sont les points. Donc, il faut du contenu de référence propre, riche et cohérent. Il faut qu'il soit très propre si on veut vraiment que la partie générée soit correcte. Il faut qu'il soit riche.
plus il est riche, plus il permettra à l'outil de GenAI de générer quelque chose de correct. Et il faut qu'il soit cohérent, bien sûr, parce que toutes les incohérences qu'on va retrouver, ça va perturber ou ça va régénérer de l'incohérence. Parfois, l'incohérence va même s'accroître avec les outils d'IA. Et il en faut le plus possible par produit, par type de contenu. C'est-à-dire que ce contenu de référence, il faut qu'il soit segmenté ou au moins enrichi en fonction qu'on sache dire qu'est-ce qui correspond à quel produit, qu'est-ce qui correspond à quel type de contenu, documentation technique, datasheet, documentation commerciale. Et quels sont les endroits où on a toutes ces informations-là? Les endroits où on a ces informations-là dans l'entreprise, ils sont principalement de trois types. Il y a le contenu structuré. Quand on gère le contenu structuré, c'est du contenu qui est à jour, du moins on l'espère. C'est du contenu qui est propre, riche et cohérent, parce qu'il est bien tagué, il est bien. On sait que entraîner un moteur avec du contenu ITA va donner un bien meilleur résultat qu'entraîner un moteur avec le PDF correspondant. Et si on prend des PDF d'un peu partout, qu'on les met dans le moteur, qui sont pas des mêmes sources, des PDF, on va générer de l'incohérence et on va perdre de l'efficacité. Donc, c'est le contenu structuré, celui que nous verrons est une source, est une des meilleures sources pour l'entraînement. Ce contenu structuré, il est que dans une langue. Le moteur d'IA générative doit être dans plusieurs langues. Donc, l'autre endroit où on trouve du contenu structuré multilingue, c'est les mémoires de traduction. Quand on traduit, on va historiser tout ça. On a les mémoires de traduction à cet endroit. Ce sont les mémoires de traduction qui vont. Et d'une certaine façon, les mémoires de traduction sont un peu redondantes avec le contenu structuré, puisque dans les mémoires de traduction, on a aussi le contenu source, qui est aussi riche, propre et cohérent, qui a même des informations complémentaires. Alors, il y a des informations en moins, il y a des métadonnées qui ont disparu dans le point, qui ne sont pas gardées les mémoires en traduction, mais il y a du contenu supplémentaire lié à la structure même des mémoires en traduction. On a de la richesse, un peu de richesse supplémentaire. Et puis, un dernier point qui est extrêmement important, c'est les glossaires. L'IA générative, c'est ce qu'on appelle. Il y a aussi un autre terme qui est le LLM, les gros modèles de langage. Et ces gros modèles de langage, comme le mot le dit, c'est le langage, donc c'est passé sur les glossaires sont extrêmement importants. Plus ils sont structurés sous forme je ne sais pas trop le nom, mais plus ils sont structurés en termes de glossaire, mieux c'est. Voilà. Donc ça, c'est le point important. Donc comment obtenir ce contenu structuré, ces mémoires en traduction, ces glossaires un jour. Donc ça on va. Oh, pardon, excusez-moi encore une faute de frappe. Il y a deux choses. Le moteur de traduction, le moteur d'intelligence artificielle, on va l'entraîner. On va l'entraîner avec ce contenu-là. C'est très important d'avoir un entraînement. L'entraînement, c'est assez coûteux, c'est assez complexe. On peut pas le faire de façon générale. Donc, on part de modèles qui a déjà été entraîné avec des millions, des milliards de données dans les langues, donc qui est déjà entraîné. On l'entraîne avec nos propres données. Donc c'est la partie entraînement, c'est là où on a déjà besoin de contenu riche et cohérent. Et s'applique au-dessus, on va appliquer au-dessus ce qu'on appelle le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc vous vous souvenez que j'avais dit que l'AI générative, quand on revient à la courbe, si je remonte à ma courbe, voilà, il y a l'AI Augmented qui est là aussi, qui est dans le même point, donc c'est ça qui peut permettre d'améliorer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ça va faire quoi? On va améliorer l'efficacité du moteur d'intelligence artificielle générique qui a été entraîné avec notre contenu. On va l'améliorer avec un petit jeu de contenu dont on va pour le rendre encore plus pertinent. Et on le fait à la génération, on ne va pas réentraîner le moteur, on le fait à la génération. En fait, on va souvent même enrichir le prompt pour consulter, pour avoir un retour d'intelligence artificielle, de l'IA artificielle, on va lui poser une question, prompt. Et ce prompt, dans le cas du RAG, on va l'enrichir le prompt pour que la réponse qu'il donne soit très, très influencée par un plus petit contenu qui est de référence et qui va permettre, c'est pour ça qu'on va dire, on va retrieve augmented generation, on va extraire la substance d'un subset d'informations pour enrichir le contenu. Donc c'est ça vraiment qui va apporter beaucoup de contenu,
de valeur. Alors, c'est un sentiment qui est personnel. Tout le monde n'est pas forcément tout à fait d'accord, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui se dégage de façon générale. La vraie valeur de l'intelligence artificielle dans notre monde, à nous, privé de documentation technique, d'outils techniques, elle va être avec l'IA générative de base et enrichie par le RAG. Il y a peut-être des gens autour de la table qui ne sont pas d'accord. Hein. Je ne sais pas, est-ce que Gaspard, je pense que tu as pas mal d'expertise aussi dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu seras d'accord avec mon information? Ah ouais, je n'ai absolument pas de contradiction à apporter. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment là que se situe, beaucoup de gens parlent de l'IA générative de façon générale, disent qu'il va falloir entraîner, il faut du contenu. Ceux qui sont là sont peut-être au niveau pas ignorant, mais pas, ou à peine éduqués. Quand on commence à devenir l'expertise, à travailler là-dessus, je crois que tous les gens qui ont vraiment travaillé sur l'intelligence artificielle appliquée, en particulier à la documentation technique, partagent ce point de vue, c'est-à-dire c'est le RAG. Au-delà, bien sûr qu'il faut la base et qu'il y a l'IA générative, mais c'est le RAG qui va apporter beaucoup. Et le RAG, on est aussi dans les mêmes, la courbe RAG, on est toujours dans les 2 ans, 2 à 5 ans. Donc c'est quelque chose qui est là, qui arrive. Et beaucoup de sociétés y travaillent, beaucoup de sociétés ont déjà des choses, y compris donc WHP Language Wire. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne dans le cas du contenu, de notre chaîne de contenu et de la localisation. Donc la chaîne de contenu et la localisation, on a la partie ligne en haut, rédaction, le content repository, que ce soit CMS, ce qu'on veut, et puis la partie publication. Donc ça, c'est la partie source. Et puis en termes de localisation, les workflows de localisation sont extrêmement simples. Donc on traite le contenu, on l'analyse, on le traduit, on vérifie la traduction, et on fait de la validation finale, du contrôle de qualité, et on relie. Donc on va regarder un petit peu quels sont les sujets, l'impact que peut avoir l'IA, et notamment nos objectifs d'avoir de la bonne qualité, du contenu sur lequel on puisse s'appuyer au niveau de cette chaîne de contenu. Donc voilà, on a un point. Donc après, qu'est-ce qu'on va avoir? La première étape, c'est sur le contenu. Bien évidemment, c'est avoir du contenu, on disait, riche, cohérent, à jour et compréhensible. Pour travailler sur l'IA générative, elle va se comporter comme un utilisateur ou le traducteur. C'est-à-dire que le traducteur humain va devoir comprendre la machine et l'IA va devoir comprendre le contenu aussi. Donc en fait, on avait depuis quelque temps, nous des spécifications de comment faire du contenu location ready pour que le contenu location ready soit facile à traiter, soit par des outils de machine translation, soit par des traducteurs. Là, ça devient encore plus nécessaire pour que l'IA générative l'utilise correctement. Donc, le location ready, c'est mettre des contenus de référence en externe, aller utiliser les vrais contenus de référence, c'est travailler sur de la terminologie, c'est voilà, tout ce qui est plein de choses, le conditionnel, les structures de phrases conditionnelles, voilà, complexité de la rédaction. Tout ça, c'est parfaitement. On a des guides de style qui permettent de faire ça, mais c'est vraiment travailler sur cette partie-là. Donc, on travaille sur rendre le contenu facile, efficace pour la Gen AI, ou qu'on travaille pour du contenu efficace pour la localisation, c'est exactement les mêmes contraintes. Et après, on va retrouver les phrases, par exemple, se rapprocher du standard STE, Simplified Technical English, par exemple, c'est définitivement quelque chose qui permet d'améliorer significativement la performance de la Gen AI. Si on fait des phrases simples, avec sujet, verbe, complément, avec des verbes avec une forme active ou une forme passive, toutes ces règles-là, on va retrouver exactement les mêmes. Maintenant, une fois qu'on a défini ces règles-là, ce guide de style, il faut s'assurer aussi qu'il soit bien mis à l'œuvre. Parce qu'on voit très souvent des guides de style qui sont pas forcément mis en œuvre ou pas forcément bien mis en œuvre, notamment dans la structure du contenu. Souvent, la revue du contenu source, elle est faite à travers par des subject matter experts qui vont regarder un contenu publié. Et ce contenu publié, il peut être dedans plus ou moins efficace. Et ce que nous, on met en place chez la plupart de nos clients, c'est des revues entre pairs. De la même façon qu'il y a des revues entre pairs dans le code, les gens qui développent du logiciel, on recommande fortement d'avoir les revues entre pairs au niveau de la rédaction technique pour s'assurer que de la cohérence entre les différents rédacteurs, mais aussi de la cohérence avec le guide de style, voire l'amélioration du guide de style si nécessaire.
Et donc là aussi, on parlait de GenAI de façon générale, mais GenAI peut déjà commencer à apporter de la valeur. On commence à avoir des GenAI pour contrôler et corriger le contenu. Il y a par exemple dans Oxygène, Positron, vous pouvez directement générer des règles de schematron ou même proposer d'améliorer le contenu pour le mettre en phase avec des règles. On peut avoir défini des règles de rédaction, des règles de qualité, et puis vérifier que appliquer ces contenus de qualité. On peut aussi importer ou migrer. On a un client, par exemple, il y avait une discussion entre Dita et Markdown dans le monde du logiciel. Il a retenu, et pour des raisons évidentes de qualité de contenu riche et structuré pour pouvoir appliquer le générique, il a retenu d'avoir son repository en Dita, la vraie base en Dita, mais les rédacteurs continuent à travailler en Markdown ou en Markdown-like et avec des outils de GenAI pour convertir le contenu automatiquement. Donc la GenAI va déjà apporter beaucoup de valeur déjà sur le contenu, la qualité du contenu, à très court terme, d'ores et déjà. Il y a beaucoup d'outils d'ores et déjà qui intègrent l'intelligence artificielle générative pour créer du contenu de qualité dans le monde de la TechDoc. Donc après, on va avoir toute la partie avoir de la localisation de qualité, l'objectif étant d'avoir du contenu, des mémoires de traduction, donc du contenu final de qualité. Pour avoir du contenu final de qualité, il faut échanger les fichiers d'ITA brut, mais ça commence à devenir un standard. Il faut savoir filtrer, il faut savoir faire la gestion terminologique, s'assurer qu'on gère bien la terminologie dans la traduction comme on la gère à la pointe. On va mettre en place de l'ANT, comme je le dis, on a la NMT qui existe déjà, qui est la NMT qui est Neural Machine Translation, qui est déjà en situation, en plateau de productivité, donc elle est appliquée partout, elle donne de très bons résultats de productivité, comme tous les outils, il faut qu'ils soient vérifiés par lui-même pour être de la bonne qualité, mais ça donne, la NMT donne de bonnes solutions, à condition que la NMT sache bien traiter le data. Certains moteurs le font bien, certains autres le font moins bien. Le nôtre le fait très bien, à l'évidence, parce qu'on a quand même entraîné pour ça. Il y a des patterns, par exemple, des patterns de tags qui sont maltraités, elle n'aime pas trop les tags. Après, on peut pré-traiter, post-traiter, tout ça. Donc ça, c'est important quand même que l'outil de machine translation soit expert, connaisse bien DITA. Et puis, le dernier point, il faut que les linguistes eux-mêmes connaissent ce DITA et connaissent le XML. Donc, il ne faut pas, tous les linguistes qui traduisent ne sont pas des experts, n'apprécient pas. Voilà, donc c'est important de ce côté. Et là aussi, GenAI va apporter de la valeur. D'ores et déjà, la GenAI en fait, mais il va apporter encore plus de valeur. C'est-à-dire que maintenant, on va passer à des modèles où la GenAI va améliorer la machine translation, le neural machine translation, en particulier en apprenant, il va suivre tout ce que le traducteur, les corrections que fait le traducteur, et avec du machine learning et GenAI, il va être capable d'améliorer la machine translation pour d'ores et déjà appliquer une première passe sur la Neural Machine Translation pour améliorer Donc, c'est ce qu'on trouve maintenant dans les nouvelles générations de Neural Machine Translation, c'est une Neural Machine Translation augmentée par des LLM qui vont améliorer le style, mais aussi améliorer la traduction parce qu'il va apprendre de différentes. Donc là, on va. L'étape suivante, bien évidemment, c'est la revue linguistique, s'assurer que la traduction, et là j'insiste beaucoup, beaucoup de clients pour l'instant font l'impasse sur la qualité de la revue linguistique, parce qu'ils se disent finalement, bon, ça ne sera pas utilisé derrière, on va l'envoyer, c'est des utilisateurs qui vont le relire, souvent ils parlent anglais, ils vont consulter en anglais, ou bon, même s'il y a des petits écarts, c'est pas très grave. Là, donc, les seuls clients qui font effectivement de la revue systématique, ce sont les clients qui sont dans les industries régulées. Quand on est dans l'aéro, quand on est dans la finance, quand on est dans le médical, on va avoir de la revue systématique par des SME. Même ceux qui n'en font pas pour l'instant, faites-le, au moins dans un premier temps, de façon à ce que la partie mémoire de traduction, la partie de traduction sur laquelle on va bâtir notre système soit cohérente. Donc ça, c'est impliquez bien vos SME dans la révision. C'est un investissement en qualité linguistique. L'investissement qui est fait maintenant sur ce contenu-là, c'est un investissement qu'on va regagner par centaines quand on va commencer à travailler avec de Generative AI dessus.
Donc après, par contre, vous le savez tous, comme vous avez travaillé dans ce domaine-là, il faut des outils ergonomiques parce que les subject matter experts ne vont pas revoir du data. Ils vont pas s'ils revoient un contenu publié, souvent ils revoient un contenu publié, mais dans ce cas-là, la mémoire en traduction ne sont pas forcément mises à jour, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un outil assez important. Euh, et là aussi, GenAI améliorera l'expérience utilisateur. On travaille, nous, par exemple, sur un outil qui va dire au SME, ben, on sait les endroits qui sont critiques. L'IA sait identifier les endroits qui sont critiques et les sujets vraiment qu'il faudrait revoir. Car vous n'allez pas revoir, même si on a traduit 30 ou 40% du document, on sait que dans les 30 à 40% du document, il y a vraiment ces 5%-là qu'il faut aller revoir. S'il vous plaît, allez les revoir parce que ceux-là, ils sont critiques pour pour la qualité derrière, pour la qualité de l'entraînement, mais aussi pour vos utilisateurs. Donc là aussi, GenAI, à toutes les étapes, va pouvoir apporter des choses. Voilà. Donc, faire, c'est déjà maintenant là. On a l'IA, GenAI, on ne sait pas, quelles que soient les sociétés. Donc je fais pas mal de conseils auprès d'entreprises. Beaucoup d'entreprises pour l'instant viennent me voir en disant qu'est-ce qu'on fait. Donc, mes recommandations sont plus que jamais maîtriser la qualité du contenu et des traductions. S'il y a un investissement à faire, s'il y a un effort à faire, faisons-le maintenant, même avant même qu'on mette en place la GenAI, faisons-le maintenant. On va avoir besoin de ce contenu de qualité et des traductions de qualité. C'est un investissement, mais un investissement qui n'est pas de l'investissement pour le contenu des clients pour l'instant, c'est de l'investissement pour tous les années qui viennent. Après, les responsables de doc, on leur dit, impliquez-vous dans les projets éventuels de votre société. Votre société va lancer des projets. Toutes les sociétés, pour l'instant, sont en train de lancer des projets d'intelligence artificielle, parce qu'il faut dire, j'ai mis de l'intelligence artificielle dedans, parce que tout le monde dit, il y a de la productivité à gagner, parfois parce qu'il y a des fantasmes. Encore une fois, les gens qui sont complètement ignorants fantasment en disant, finalement, je vais pouvoir virer mon équipe de TechDoc, parce que voilà. Donc il y a des projets qui sont partout, ils sont financés souvent d'ailleurs ces projets, assez bien financés. Donc il faut, à ce niveau-là, on peut déjà dans un premier temps s'impliquer à titre personnel et on peut aussi aller proposer d'utiliser le contenu structuré. Si c'est voilà, qui que ce soit qui pilote, on peut dire, ben voilà, plutôt que de prendre des PDF, prenez mon contenu, j'ai mes mémoires, j'ai tout ça mais on peut aussi proposer, être plus proactif, c'est-à-dire que dire en tant que patron de la doc technique, aller voir sa hiérarchie en disant moi je peux proposer des projets de GenAI. Parce que j'ai le contenu, parce que j'ai la technologie aussi. Mais souvent, les fournisseurs, maintenant tous les fournisseurs qui pilotent, qui travaillent autour de ce contenu, y compris nous en tant que prestataires avec nos outils d'aide à la traduction, on peut permettre de proposer des outils de GenAI qui vont répondre à un besoin. En gardant deux choses en tête, des éléments en tête. Premièrement, l'efficacité. Donc, entraîner un projet de GenAI qui est réalisé à partir de plein de PDF qui ont été collectés partout, il va, pas forcément la catastrophe, mais le résultat ne sera pas bon. Donc, par contre, l'efficacité entraînée à partir du contenu maîtrisé avec la documentation technique, avec des mémoires de traduction, là, il va être bon. Deuxième aspect, la sécurité. Alors que le contenu, la propriété du contenu, où va le contenu, s'il sort vers trop de systèmes, voilà, quand on va utiliser des outils externes avec des interconnexions, on a des problèmes de sécurité de données. Beaucoup de clients sont très sensibles à leurs données. Donc, avoir un modèle uniquement basé qui reste dans un environnement maîtrisé, c'est un point extrêmement important. Et le troisième point, c'est la maintenance, c'est l'évolutivité. C'est-à-dire que si on fait un outil de GenAI, si on fait un premier pilote, certaines choses, c'est pour que ça vive derrière. Donc, si on fait un agglomérat de PDF à un instant donné, mais que tout continue à vivre par ailleurs, ce modèle-là, il va servir pour un pilote, peut-être, mais après, on le jette. Alors que si on bâtit un modèle basé sur des mémoires de traduction, basé sur des outils sur le contenu, on va pouvoir à tout moment recapitaliser dessus, réentraîner dessus, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le moment clé pour responsable de documentation technique, de sortir du bois dans l'entreprise et de dire voilà, les gars, moi j'ai de la valeur. Tout mon contenu, il est là, il est prêt, on peut faire les projets, je peux mener les projets pour vous, je peux mener les projets pour la TechDoc, mais aussi les projets pour le reste. C'est-à-dire que je peux fournir des outils d'aide à la rédaction pour les blogs et pour des choses comme ça, basés sur notre contenu réel et sur mes données à moi.
C'est vraiment le point, l'opportunité pour les services TechDoc. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. On pilote, à partir du moment où on maîtrise le contenu, on a la maîtrise du contenu qui va servir. On est les acteurs de ce changement. On n'est pas les gens qui vont en souffrir parce que le poste risque de disparaître. En conclusion, l'IA générative et les LLM vont modifier profondément notre métier. On en est persuadé, peut-être même remplacer complètement les process actuels qu'on a de rédaction, de sauvegarde, de publication, de traduction. Peut-être ça va changer tout ça complètement. On n'en sait rien. Par contre, en termes de productivité à court terme, la MT neuronale a déjà boosté la productivité de traduction. L'IA générative et les RAG, Retrieval Augmented Generation, encore une fois, vont améliorer notre productivité. Sérieusement. Et très court terme, encore une fois, la courbe de Gartner, vous avez vu, c'est 2 ans, pas plus. L'IA générative, avec notre contenu, va encore améliorer la performance de notre entreprise. Là aussi, c'est le contenu de la technique qui devient clé pour la performance de l'entreprise. À condition de disposer de contenu propre et riche dans toutes les langues. Donc, c'est là où il faut investir à très court terme sur ce contenu-là. Et c'était la fin de ma présentation. Est-ce que vous avez des remarques, des sujets, des contradictions, des choses qui sont dans votre entreprise, qui sont montées je ne sais pas. C'est qu'on a Andrew, est-ce qu'il y a des choses en termes d'IA chez l'UMAPS? Je suppose que oui, parce que c'est dans la partie, c'est quand même le métier de l'UMAPS. Oui, en fait, c'était très intéressant ta présentation. Je n'ai pas de contradiction à dire en tout cas. Et deux choses qui est assez intéressant chez nous, c'est que si on voit nos analytiques en interne, on voit que même en interne de chez l'UMAPS, l'utilisation est encore plus intense chez nos utilisateurs internes que des clients. Parce que suivant les équipes techniques, les équipes de vente, sollicitent énormément notre site de documentation pour être au jour pour les fonctionnalités. Et suivant des documents qui sont dans Google Docs, etc., parfois ils sont très obsolètes assez vite. Et au moins dans le site de Docs, ils savent que nous suivons les sprints chaque 6 semaines. Donc on sait avec certitude que le site de Docs, c'est la source de vérité quelque part. Donc, et avec l'IA ou pas? Ils vont l'utiliser avec l'IA? Ben, en fait, nous avons déjà commencé à faire un type de chatbot, mais il faut beaucoup d'apprentissage pour que le chatbot marche vraiment comme il faut. En fait, ça nous demande de notre côté du temps pour précharger des types de réponses. Parce qu'on voit même, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de DPD, ils n'ont pas vraiment entraîné comme il faut leur bot. Il y avait des gens qui demandaient des questions un peu bêtes, mais DPD commençait à dire des injures et des gros mots. Ah oui, voilà, par exemple, dans un bot, on peut demander, par exemple, de dire des gros mots sur la société du Maps. Bon, c'est vrai, il faut penser à tout ça et les gens sont assez innovatifs sur Twitter pour trouver des failles dans des chatbots. Donc, voilà, c'est... Voilà, donc je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses, Dominique, par rapport non. Ah, ok. Jérôme ou Jean, vous avez des clients, je pense que vous discutez d'intelligence artificielle avec beaucoup de vos clients. Est-ce que vous partagez mes affirmations? Encore une fois, c'est ma présentation, hein, c'est mon sentiment, moi, enfin, de WHP Language Wide sur vers où on va. Donc, est-ce que vous avez des contradictions? Donc, Jérôme. Je ne sais pas si je remets encore là. Moi, effectivement, Jean, non, donc pas de contradiction du tout sur ce que tu dis, Dominique. Effectivement, je partage plutôt cette vision où on essaie effectivement de faire en sorte que la structuration de la doc, du contenu, plus il est propre, plus on arrive à les aider à utiliser, à mettre en place l'IA. Et effectivement, cette partie RAG monte de plus en plus dans les discussions. Donc, sur justement comment arriver à identifier pour que ça soit sur de la l'IA générative, améliorer ou identifier avec la source de leur contenu. Donc, je partage
tout à fait. En tout cas, je dis qu'il y a des impacts directs. Vous voyez, moi, nous, c'est un impact direct chez WHP. C'est-à-dire on a fait cette analyse depuis quelques temps. On s'est rendu compte que c'était effectivement l'IA et RAG qui étaient le point clé. Et on s'est rendu compte que c'était des investissements, du travail qui était hors de portée pour nous, pour une petite entreprise. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de rejoindre un groupe qui a déjà des outils autour de RAG. Donc, pour faire un petit peu de pub pour ma boîte. Donc, on a maintenant déjà des outils de génération qui sont entraînés en temps réel avec les mémoires de traduction, des outils d'intelligence d'IA générative, corporate, qui sont entraînés en temps réel, donc, au fil de l'eau, avec les mémoires de traduction et les contenus des clients, donc, qui restent dans un environnement complètement privé. C'est déjà en pilote, je veux dire, donc chez quelques gros clients dans l'automobile allemande, par exemple. Donc, c'est vraiment, premièrement, c'est du court terme et c'est du pratique. Et ça va changer, et ça va changer de façon significative. Le point, ça va mettre un poids de la technologie, je pense, de plus en plus fort dans notre métier. Yves, tu as des choses de ton côté, un avis, des expériences? Non, je suis en train d'apprendre. Là, ça recoupe pas mal ce que j'avais commencé à voir. Là, je comprends que dans le milieu de la traduction, vous êtes déjà bien sensibilisé au raisonnement et aux technologies, vu ce que vous utilisez en matière de mémoire de traduction. Donc là, je vois qu'il y a un terrain quand même qui est déjà bien préparé, ce qui est rassurant. Et bon, non, j'en suis au stade où j'ai les idées qui apparaissent au fur et à mesure, mais ce n'est pas du court terme. Tu peux peut-être déprimer en disant mais ça marchera pas ou ça va me piquer. Non, c'est simple. Bon, c'est vrai que pour moi, le chatbot n'était pas un très bon exemple d'expérience d'utilisation, mais c'est peut-être ma façon d'utiliser les choses en jeu. Non, mais j'essayais de voir comment la création de contenu en rédaction technique pouvait évoluer. Mais pas là, on est plus dans le court terme, donc là vraiment j'apprends, donc j'ai pas vraiment de quelque chose à ça commence. En fait, je vais être intégré dans un outil des requêtes, des prompts d'intelligence artificielle, c'est très facile. Il y a des web services pour faire ça. C'était pas le point. Le vrai point, c'est quelle est la qualité et la productivité qu'on va gagner par le moteur derrière. C'est là que pour l'instant, tous les fabricants d'outils disent on va le mettre. Vous pouvez le connecter sur votre outil. Vous pouvez le connecter sur un outil externe, ChatGPT, sur ChatGPT 4, sur un point comme ça. Mais la vraie valeur, c'est la vraie question, c'est pas le connecteur avec l'IA pour l'intégrer dans l'application bureautique ou dans l'application Oxygène ou ça. C'est la vraie valeur et quelle est la valeur que va m'apporter le moteur derrière. Et est-ce qu'il est maintenu, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est sécurisé et est-ce qu'il est évolutif? C'est les trois questions qu'il faut se poser. Et là, c'est basé sur le contenu lui-même et le en traduction, c'est la garantie qui va rester efficace, sécurisé et évolutif. Voilà, c'est moi. Ok, d'autres commentaires? Marine? Un avis? Non, moi, j'ai pas d'avis. Je suis un petit peu sortie du monde de l'entreprise à ce niveau-là et je découvre ça avec beaucoup d'intérêt. Et ce qui est dommage, c'est que on ait diffusé ça un petit peu qu'aux personnes sensibles à DITA et peut-être que d'intégrer des linguistes, enfin inviter des linguistes leur aurait peut-être permis comment dire, de mieux connaître les process derrière. Déjà ça va pas changer beaucoup la neural machine translation, ça va améliorer la productivité. C'est-à-dire que maintenant on sait qu'avec déjà dans la neural machine translation qui améliore la productivité, je crois que c'est rentré dans les mœurs. Je crois qu'il y a quelques réfractaires bien évidemment, mais c'est rentré dans les mœurs. Je pense qu'on va gagner un deuxième niveau. On est en train de gagner, on travaille dessus sur améliorer la NMT par les LLM, pour parler avec plein d'acronymes anglicistes. On va gagner un autre facteur. C'est-à-dire que là, on a gagné un facteur, peut-être qu'on a doublé, triplé la productivité avec la NMT. On va peut-être passer à la multiplier par 8, 9. Donc, on gagne énormément.
mais voilà, mais ça ne va pas changer fondamentalement le point pour les linguistes. De la même façon que c'est leur travail qui va être utilisé après derrière par l'AMT pour améliorer. Donc, je pense que ça va. Mais on va être, en fait, l'effet de l'IA, au moins dans un premier temps, ça va être de multiplier les volumes, avec un risque, un biais que certains lèvent, et que je n'ai pas la réponse et je vous soumets la question, c'est de dire de plus en plus, on va avoir de l'IA qui va s'entraîner à partir de l'IA. De contenu généré par l'IA. Donc, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une boucle perverse qui va faire que ça va soit exploser, soit au contraire faire un trou noir dans lequel, à terme, on ne sait pas trop ce que ça peut être. Il y a ce risque-là, mais j'ai cru comprendre que au niveau de l'IA, enfin de l'IA entraînée par l'IA, le risque surtout c'est d'un appauvrissement du contenu généré. Oui, c'est un risque, mais il y a d'autres. Il y a des gens qui disent que ça va faire multiplier le contenu. Si c'est des moteurs d'IA différents, ça va au contraire. Il y a les deux hypothèses. Si on ne fait que sur son modèle, il y a de grandes chances qu'on aille vers un appauvrissement complet. Si on applique plein de modèles sur plein de contenus différents, on peut au contraire imaginer que ça va exploser. Et franchement, je me situe loin de ça et voilà, j'ai mes cheveux blancs, ma retraite est bientôt, donc je ne suis pas sûr que je sois concerné, encore qu'à la vitesse où ça va, on se posera peut-être la question. Très bien. Ben, écoutez, merci d'avoir participé. Ce que je propose, c'est qu'on en reste là et à très bientôt pour d'autres aventures d'Ita Molière, voire d'autres aventures de l'IA. Je pense qu'on en reparlera sur ce sujet qui reviendra. Et je pense que lors de notre conférence, dont je rappelle qu'elle aura lieu le 10 octobre, je pense qu'il y aura des sujets de ce côté-là. Et je pense qu'il y aura d'autres experts, des experts plus avancés qui viendront nous en parler encore mieux. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.